On pense souvent que de protéger l'environnement, ça nuit au développement économique. Aujourd'hui, on vous propose une entrevue avec quelqu'un qui voit les choses autrement. Jérôme Duprat est bassiste du groupe Les Cowboys Fringants. C'est aussi un scientifique aguerri, spécialiste de la forêt et de l'environnement. Dans une crise mondiale de l'environnement. C'est pas seulement une crise climatique, c'est une crise de la biodiversité. Il n'y a jamais eu de taux de disparition des espèces aussi élevé depuis 65 millions d'années. L'être humain n'a jamais vécu sur Terre avec une concentration de gaz carbonique aussi élevée dans l'air. Pour Jérôme Duprat, il y a urgence d'agir. Urgence de cesser ceci et d'encourager cela. Planter des arbres, c'est une dépense pour les villes. Mais si l'investissement était plus rentable qu'on ne le croyait? Pour le savoir, le chercheur s'est donné une mission: calculer ce que rapporte la nature en ville, notamment les arbres. Dans une étude publiée récemment, on montrait que pour les arbres gérés par la Ville de Montréal, donc les 400 000 et quelques arbres, il y a des coûts évités en service public de plus de 4,5 millions de dollars annuellement. Grâce à un logiciel spécialisé, il a pu mesurer à quel point les arbres montréalais captent les eaux de ruissellement lors des fortes pluies, réduisent les îlots de chaleur et filtrent l'air. Le problème, c'est que ces services ne sont jamais comptabilisés par les villes. Les villes au Québec sont dépendantes de 70 à 85 des taxes foncières. Donc ça, c'est vraiment une autoroute à développement vers la transformation des milieux naturels ou agricoles vers des milieux développés. Donc l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir un petit peu nos colonnes de chiffres pour intégrer les contributions de la nature en ville dans ces décisions sur l'aménagement du territoire qu'on peut faire. D'autant plus que les changements climatiques ont déjà des impacts réels sur la santé publique. Des impacts que les arbres peuvent aider à atténuer. Pendant la canicule, la forte période de canicule du 30 juin au 5 juillet 2018, il y a eu 66 morts sur l'île de Montréal dû au fait de cette pression caniculaire. Un arbre mature, ça représente le travail de 5 climatiseurs qui fonctionneraient à raison de 20 heures par jour. Le chercheur en économie écologique croit d'ailleurs qu'on devrait considérer la forêt urbaine comme une infrastructure, au même titre que les routes ou les aqueducs. L'idée, c'est que cette infrastructure nous rend des services. On paye un compte de taxes pour avoir accès à des services. Donc, quand on parle des arbres qui contrôlent des eaux de ruissellement, qui luttent contre les îlots de chaleur, bien, on peut aussi investir comme gestionnaire public ou même comme citoyen, investir dans notre budget pour stimuler une infrastructure naturelle à notre service. Mais cette idée devra encore faire du chemin. À l'échelle du Canada, ce sont des milliards de dollars qui sont consacrés aux infrastructures traditionnelles chaque année. Et quelques millions seulement pour l'acquisition et la restauration de milieux naturels en ville. Pourtant, le temps presse, car dans bien des villes, une menace pèse sur la forêt urbaine. À Montréal, un arbre sur 5 est un frêne et en raison de la grille du frêne, on va perdre la grande majorité de ces arbres-là. Donc, c'est comme si on amputait 1/5 de notre forêt urbaine, de l'ensemble de ces services qui sont fournis à la population. Pour éviter les erreurs du passé, la clé sera la diversité. Planter différentes essences qui rendront la forêt plus résistante aux pressions climatiques et aux espèces invasives. Outre les arbres, Jérôme Duprat voit un potentiel immense à développer ici, dans ces grandes étendues gazonnées. Il en existe 68 000 hectares sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Cela représente près de 20 de la superficie totale, du gazon qu'il faut entretenir et qui pourtant n'est pas très efficace sur le plan écologique. La lutte aux îlots de chaleur par une zone gazonnée, bien, elle est très peu performante, juste comparativement à une zone où il y a des arbustes. Donc, il peut y avoir 15 degrés de différence ressentie au sol dans une journée d'été entre un gazon et une zone arbustive ou de graminées.
Tondre moins souvent le gazon améliore sa performance environnementale et favorise aussi la biodiversité. Lorsqu'on coupe le gazon fréquemment, on a une zone quasi stérile en termes d'insectes qu'on y retrouve. Alors que si on laisse simplement le gazon pousser, au terme de 6 semaines, on se retrouve avec de 10 à 15 espèces d'insectes. Mais remiser la tondeuse demandera un changement de mentalité. Culturellement, c'est très fort. On hérite de cette vision d'une belle banlieue ou d'un beau grand parc qui est gazonné au gazon frais tondu, frais coupé. Et l'idée, c'est pas non plus de faire disparaître ça, là. On aime aller courir dans le gazon, voir nos enfants s'amuser. Il faut en garder. Mais l'idée, c'est peut-être, dans un grand parc, choisir une zone où on fait une tonte plus régulière pour les besoins qu'on en a, et dans d'autres où on laisse le gazon pousser, et dans d'autres où on plante quelques arbustes, quelques graminées. Donc, comme ça, on a un espace qui est plus hétérogène. Le chercheur nous invite d'ailleurs à revoir notre perception des friches. Des zones qui abritent une quantité surprenante de végétaux, d'insectes et d'animaux, mais qui sont trop souvent mal aimés. Comme aménagiste du territoire ou même comme citoyen, on valorise beaucoup des espaces très aménagés ou des espaces naturels qui sont matures. Donc, on aime un beau boisé, une belle forêt, ou on aime une cour qui est bien tondue, mais entre les deux, on n'aime pas beaucoup ces espaces de transition, ce qui fait que dans des milieux urbains, périurbains, des zones métropolitaines, il y en a très peu. Pourtant, ces zones sont précieuses pour de nombreux animaux au statut précaire, comme le papillon monarque, la couleuvre brune ou l'hirondelle rustique. Ces terrains vagues, comme on les appelle parfois, leur servent d'habitat. Et ces espaces ne font l'objet d'aucune protection. Un peu comme les marais à une autre époque. Il y a 20, 30 ans, 40 ans, les milieux humides, c'était des milieux très peu valorisés. On ne comprenait pas que c'était des milieux qui pouvaient prévenir les inondations, qui étaient des habitats pour la biodiversité. Donc, ce qu'on a fait, on les a transformés, on les a drainés. Et aujourd'hui, on s'en mord les doigts parce qu'il nous reste très peu de milieux humides. Il faut faire des lois sur la protection de ça. Donc, l'idée, ce serait de voir aussi ces friches-là dans une perspective de contributeurs à la biodiversité locale et des zones qui devraient être valorisées. Le chercheur est clair, nous sommes tous les gardiens de la biodiversité. Et nous avons en ce sens une responsabilité envers les générations futures. On a une bombe entre les mains et cette bombe-là, oui, on va en subir les conséquences, mais c'est nos enfants et leurs enfants qui vont avoir les plus grandes conséquences de ça. Donc, il y a un respect intergénérationnel dont on se doit d'appliquer dans nos décisions aujourd'hui. Ça, c'est absolument primordial.